Donc je vais finir par les thérapies ciblées chez l'adulte. Et en fait, l'histoire, elle a commencé il y a 11 ans, en 2012, comme je vous le disais tout à l'heure sur le topo, sur l'Erdheim-Chester. On a détourné l'utilisation, le Vemurafenib, qui était le premier antibiraf, a été donné, il y a eu l'AMM pour le mélanome malin métastatique. Et on avait 3 patients qui résistaient à au moins 2 traitements à l'époque. Et on l'a donné. Et en fait, au bout d'1 mois, les paramètres en fait, de la maladie s'éteignaient de façon extrêmement spectaculaire. Et l'histoire a commencé comme ça. On a continué dans les années qui ont suivi, et là vous voyez ici une étude qu'on avait menée sur 8 patients avec des données de TEP scanner c'est le TEP scanner qui devient plus blanc que blanc en 1 an, des désinfiltrations en fait, d'atteintes neurologiques et également d'atteintes cardiaques, à la fois sur le plan du TEP scanner et sur la régression en fait, de la fibrose, en particulier à l'étage cardiaque. D'exantélasma, c'est-à-dire que l'exantélasma, ce n'est pas tellement grave, mais ça veut dire que si ça répond sur le plan cutané de façon visible, c'est que également à l'intérieur du corps, c'est la même chose. Et comme ça a déjà été abordé par Ahmed et Jean auparavant, pour ce qui est de l'atteinte du système nerveux central, et quand il y a une atteinte dégénérative, pseudo-dégénérative, on arrive à faire régresser les hypersignaux, mais c'est vrai que si vous avez déjà une atteinte, que vous avez un syndrome cérébelleux, que vous êtes ataxique, plus on traite tard, plus on a du mal à réverser ce type d'atteinte. Mais pour le reste, ça marche extrêmement vite et de façon durable. La preuve en est ici un patient qui a une atteinte en masse du système nerveux central, qui régresse entre le point A qui progresse entre le point A et le point B sous interféron. Et là, on a dû mettre un anti-BRAF parce qu'il commençait à perdre la vue. Et vous voyez que 1 mois après et 4 mois après, la tumeur a complètement disparu. Donc, ça, c'est sur les 10 dernières années. Je vais essayer de mettre, de faire glisser ça parce que ouais, on va le mettre en bas ou je sais pas où, mais normalement j'avais bon, ok, on va le mettre comme ça. Donc en gros, il est très gros. En gros, dans le monde, si on essaye de voir où on en est maintenant, à part l'expérience de Jean sur plus de 250 enfants, en termes adultes et enfants, on doit être à plus de 700 personnes dans le monde qui ont eu des thérapies ciblées avec différents groupes qui sont assez actifs, que ce soit aux États-Unis ou en Italie. Il y a quand même des cas extrêmes qui ont été publiés, notamment en Allemagne, un patient qui était quasiment en train de mourir en réanimation et qui, en l'espace de 2-3 jours, a pu être extubé et sorti de réanimation. Donc on a de plus en plus d'expérience donc je vous rappelle ce qui a déjà été montré, les 3 anti-BRAF, donc le Vemurafenib, le Dabrafenib et l'Encorafenib, et puis un petit peu plus bas, le Cobimetinib, le Trametinib, et puis maintenant on a le Binimetinib. Donc on a des expériences, il y a un effet classe, et effectivement ils ont des effets secondaires qui sont différents chacun. Donc les anti-MEC sont apparus en 2015, on les a essayés, ça marche encore plus vite que les anti-BRAF, hein. On ne sait pas très bien pourquoi, probablement parce que c'est un petit peu plus bas dans la voie de signalisation. Donc ici, les 3 premiers patients qui ont été traités. Et en termes je vais passer un peu de temps sur cette diapo, parce que effectivement, chez l'adulte, les anti-BRAF qui sont sur la gauche ont des effets secondaires. Alors ça donne une photosensibilité. Les patients ne peuvent pas du tout s'exposer au soleil, donc il faut genre avoir une burqa ou alors baisser, mettre des anti-BRAF à plus faible dose ou alors se protéger de façon extrêmement efficace du soleil. Ça donne des petits cancers sur la peau, des spinocellulaires, des basocellulaires, et puis ça donne également des petits troubles du rythme cardiaque. Et puis avec le temps sont apparus
on a eu quelques cancers, notamment du pancréas, des mélanomes, des pancréatites et puis des myélodysplasies dont Jean vous parlait. Pour ce qui est des anti-MEC à droite, ça donne de l'acné, ça donne des rhabdomyolyses, c'est-à-dire une élévation des enzymes musculaires, ça c'est pas extrêmement gênant. Et il faut de toute façon vérifier la rétine avant de commencer le traitement parce que ça peut donner des décollements de rétine et ça peut également donner des insuffisances cardiaques. Donc ça, c'est les facteurs limitants pour les anti-MEC. En France, on les donne toujours hors AMM. Alors, ça, c'est un exemple de ce que ça peut vous donner. Une patiente qui était dans un essai clinique, qui après 1 an et demi de traitement, qui vit en Belgique, est sortie et a fait son marché. Et voilà, donc on peut, c'est surtout vrai avec le vémurafénib, mais ça peut être vrai avec également le dabrafénib. Donc il faut se protéger du soleil. Et puis pour les Pourquoi j'arrive plus à passer? Voilà. L'une des premières patientes qui était traitée a fait un carcinome squameux spinocellulaire ici. On a dû arrêter les anti-BRAF. Donc ça, c'est un des problèmes limitants des anti-BRAF. Les anti-MEC, ça peut donner des acnés qui sont parfois extrêmement importantes. Mais ces traitements marchent de façon redoutablement efficace. Une patiente qui était dans un essai à New York avec une maladie d'Erdheim-Chester qui en quelques semaines, donc avec une mutation BRAF, on peut donner un anti-MEC qui a guéri. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez une maladie de Rosai-Dorfman, que vous ne savez pas où est la mutation, vous pouvez donner un anti-MEC également si phospho-ERK est exprimé. Donc là aussi, ça aide à traiter des patients qui ont des localisations sévères. Et toujours l'équipe new-yorkaise qui a publié dans la plus grande revue médicale qui s'appelle Nature, un essai clinique avec 18 patients. Il y avait 12 Erdheim, 2 histiocytoses de Langerhans ancienne, 2 Rosai et des formes mixtes, juste avec de la clinique, et qui a publié ça. Et ça a permis probablement d'avoir l'autorisation aux États-Unis, d'avoir l'accès à ces traitements, d'avoir l'AMM. Donc en France, on a mené un essai à la Pitié qui était, en fait, on rentrait dans cet essai à partir du moment où on avait eu 6 mois de traitement par anti-BRAF, et puis on arrêtait, on voyait ce qui se passait. Et bien dans les 3/4 des cas, les patients rechutent. Donc depuis, on n'arrête plus les traitements, on diminue, c'est-à-dire que si vous êtes sous Elboraf à 4 par jour, et bien on vous met à 1 par jour et on attend de voir ce qui se passe. Si jamais votre maladie revient un petit peu, ben à ce moment-là, on réaugmente un peu le traitement. Donc c'est une façon de s'en sortir. Les 2 essais pivotaux aux États-Unis, à gauche, le vémurafénib quand vous avez une mutation BRAF qui a permis l'AMM aux États-Unis par la FDA en 2017, et à droite, très récemment, en novembre 2022, quand vous avez une histiocytose que vous ne savez pas où est la mutation, vous pouvez avoir un anti-MEC. Et donc là, c'est grande fierté pour une maladie rare aux États-Unis. Et on espère avoir la même chose en France et en Europe, parce que pour l'instant, en tout cas en France, on prescrit hors AMM. Donc on pourrait en théorie toujours avoir des possibilités de déremboursement. Alors, phospho-ERK est exprimé en aval de cette voie de signalisation. Donc vous avez une histiocytose qui ne va pas bien, vous pouvez, que ce soit un Rosai-Dorfman, une maladie d'Erdheim-Chester, une histiocytose langerhansienne, donner un anti-MEC. Brièvement, d'autres histiocytoses vraiment à part, mais avec des présentations neurologiques, les histiocytoses ALK avec des patterns neurologiques particuliers et des masses qui disparaissent avec des traitements anti-cancéreux, le lorlatinib et le crizotinib. Donc là aussi, c'est la force des thérapies ciblées. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça bloque parfois. Un essai qu'on a terminé il y a 18 mois maintenant dans le service, qui est le premier essai en double aveugle contre placebo, qui testait le cobimetinib versus placebo. Donc il y avait une phase de double aveugle dans laquelle ni les médecins ni les patients n'étaient au courant s'ils avaient le placebo ou le traitement. Et puis on levait l'aveugle et ensuite tous les patients recevaient
9 mois de cobimetinib qui étaient payés par le laboratoire et on espère avoir les résultats dans les prochaines semaines, mais a priori ça marche et ça marchait très bien et c'est en faveur du cobimetinib. Il y a d'autres mutations que les mutations qu'on vous a décrites. Il y a maintenant des mutations de CSF1R, qui est un récepteur important dans le développement des macrophages et des monocytes. CSF1R est exprimé dans le Rosai-Dorfman, mais également dans la maladie d'Erdheim-Chester. Et ce qui est important, c'est qu'il y a, on essaye d'avoir ça en Europe, et c'est absolument impossible pour l'instant, des patients qui ont fait trop d'effets secondaires sous anti-MEC, qui ont eu des Rosai ou des Erdheim-Chester aux États-Unis, qui sont traités par un anti-CSF1R, le pexidartinib, qui est bien toléré cliniquement. Et donc on essaye d'avoir, pour quelques patients, en tout cas en France, cet anti-CSF1R. Alors en conclusion, donc quand vous arrêtez les anti-BRAF ou les anti-MEC, ben ça rechute toujours et de façon reproductible. Donc maintenant on n'arrête plus les traitements, on baisse le traitement à un niveau acceptable. Pas de résistance après plus de 10 ans pour les anti-BRAF et à peu près 7-8 ans pour les anti-MEC. On traite seulement, là je parle pour les patients adultes qui ont des Erdheim ou des formes mixtes. Je pense que vu les effets secondaires et le prix dont je n'ai pas parlé, c'est en gros 2 à 4 000 € par mois et par patient. Donc ça évidemment c'est nous qu'on paye, hein, c'est la Sécu, mais c'est des traitements qui sont chers, qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc, en gros, nous, on traite que les patients qui ont une atteinte cardiaque et ou neurologique associée. Ça marche moins bien, comme Abadit B vous l'a dit, sur les formes neurodégénératives, mais toutes les autres formes, ça marche et de façon reproductible. La place des combothérapies dans cette maladie, c'est-à-dire par analogie avec ce qu'on fait dans les mélanomes, on pourrait associer anti-BRAF et anti-MEC pour avoir moins de toxicité et plus d'efficacité. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans les histiocytoses. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les vacances de traitement. Des collègues, notamment en Italie, qui font maintenant pour à la fois tester l'efficacité de cette stratégie, et ça a l'air de marcher, de faire 3 semaines d'arrêt tous les 3 mois. Ça fait que, en fait, vous pouvez partir en vacances, notamment quand vous êtes sous anti-BRAF pour ne plus vous exposer, enfin plus avoir de problèmes d'exposition solaire, et puis pour économiser un peu d'argent, parce qu'en fait ça marche aussi bien comme stratégie. Donc c'est en train d'être testé de façon prospective. Et puis dernière diapositive sur pour vous montrer qu'en fait il y a, comme je vous le disais, de plus en plus de mutations qui sont décrites sur l'ensemble de la voie des MAP kinases, mais pas seulement. Ce qui fait qu'on peut tout à fait envisager à partir des différentes mutations, et je vous ai surtout parlé de BRAF et de MEC, mais il y a également CSF1R, on pourrait espérer avoir ces anti-CSF1R à disposition dans les prochains mois et d'essayer d'avoir ça comme aux États-Unis. Et voilà, donc des effets secondaires qui sont qu'on peut monitorer de façon qu'on peut monitorer, mais qui ne sont pas complètement dénués il y a quand même quelques effets secondaires graves dans la durée. Je vous remercie.